À 72 ans, mon fils a cru au mensonge de sa femme cupide et m'a jeté dehors en pleine tempête de neige. Sors d'ici, espèce de fardeau inutile. 3 heures plus tard, la police l'a appelé. Il est entré dans ma chambre et s'est figé. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Et ce qui s'est passé ensuite. À 72 ans, la dernière chose à laquelle je m'attendais un vendredi soir de décembre, c'était de sentir le vent de Cincinnati me transpercer le manteau, comme s'il avait une rancune personnelle. Mais j'étais là, debout sur le porche de la maison que j'avais entièrement payée, les 4 chambres, les parquets en chêne, le nouveau chauffe-eau que j'avais installé il y a 6 mois avec ses mêmes mains arthritiques. Je regardais mon fils, Edwards, me fermer la porte au nez comme si j'étais un témoin de Jéhovah pour qui il n'avait pas de temps. Bienvenue sur la vraie vengeance de papa. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et souvenez-vous, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Ils ont juste fait les mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer ici. La neige ne tombait pas, elle attaquait. Papa, ce fut le dernier mot qu'il me dit avant que la porte ne se referme. Pap, je suis désolé. Pap, je t'appelle demain. Juste papa. Comme si mon nom était une gêne. Comme si j'étais une note de bas de page qu'il sautait. Je ne le savais pas encore, mais cette porte qui se fermait fut la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Laissez-moi revenir 20 minutes en arrière, car vous avez besoin de la situation complète avant de décider qui est le méchant de cette histoire. Spoiler, ce n'est pas moi. Nous vivions dans le quartier de Westwood à Cincinnati depuis 3 ans, Edwards, sa femme Hazel, et moi. C'était censé être temporaire, juste le temps que mes genoux aillent mieux après l'opération. C'était l'arrangement. C'était ce sur quoi nous étions d'accord. Hazel avait une autre idée en tête, apparemment. Je l'avais vue monter depuis des mois. La façon dont elle soupirait quand j'entrais dans la cuisine. La façon dont elle utilisait accidentellement ma chaise à la table à manger, puis me regardait comme si j'étais confus de m'attendre à m'y asseoir. Des petites choses, des coupures de papier déguisées en hospitalité. Mais ce vendredi 9 décembre, un mercredi aurait été trop poétique, elle a finalement cessé de se cacher. J'étais dans ma chambre, la petite pièce à côté du couloir qui était un placard de rangement avant qu'Edwards ne la nettoie pour moi. Quand je les ai entendus se disputer dans la cuisine, je n'essayais pas d'espionner. Les murs de cette maison sont aussi minces que des excuses. Il n'est même pas malade, Edwards. La voix d'Hazel avait cette pointe exercée. Assez calme pour paraître raisonnable, assez tranchante pour faire saigner. Il se promène ici comme si c'était sa maison. C'était sa maison. Hazel l'était au passé. C'est nous qui faisons les paiements maintenant. J'ai fait 2 ans de paiement sur cette maison avant de remettre l'acte à Edwards. Mais bien sûr, passé. Je me suis assis sur le bord de mon lit, écoutant ma belle-fille démanteler 40 ans de ma vie en environ 11 minutes. Elle était douée. Je lui accorderai cela. Elle avait toute une présentation. Je m'attendais presque à un PowerPoint, les coûts de Medicare, la facture d'épicerie, la façon dont je prenais possession du salon, le fait que j'avais des opinions sur la façon dont elle élevait ses enfants. Pour information, j'ai mentionné une fois que les garçons ne devraient probablement pas manger de céréales pour le dîner 3 soirs de suite. Une fois. Il doit partir, Edwards. Il a des options. Il a 72 ans. Beaucoup de gens de son âge vivent indépendamment. Elle fit une pause. Où il y a des établissements. Des établissements. Le mot atterrit dans ma poitrine comme une pierre dans l'eau. Elle parlait d'une maison de retraite. Elle avait fait des recherches sur les maisons de retraite. Ma belle-fille avait passé du temps sur Internet, construisant discrètement un dossier pour savoir où me stocker. Comme si j'étais un meuble qu'elle devait donner avant qu'il ne prenne trop de place. Je me suis levé, j'ai mis mon manteau. Ce vieux manteau marron que Violet m'avait acheté en 2003 dans une boutique de Reading Road, qui est maintenant un magasin de vapotage depuis des années. Je n'avais pas planifié ce qui s'est passé ensuite. J'ai juste bougé. J'ai quitté cette chambre placard, j'ai traversé le couloir, j'ai passé les photos de famille sur le mur, des photos qui incluaient moi, soit dit en passant, souriant comme un idiot qui ne voyait rien venir, et je suis entré dans la cuisine. Hazel est devenue silencieuse quand elle m'a vu. Edwards a regardé le sol. J'en ai assez entendu, ai-je dit.
Pas de drame, pas de voix tremblante. Je ne vous gênerai plus. Papa, non. J'ai levé une main. Je ne vais pas jouer la scène où tu t'excuses et où nous faisons semblant qu'elle n'a pas dit ce qu'elle a dit. Je suis trop vieux pour ça. Hazel a levé le menton. McCall, personne ne vous le demande. Hazel. Je la regardais fixement. Vous me demandez de partir depuis la fête du travail. Je vous écoute enfin. Je retournai dans ma chambre, pris le sac de survie que j'avais gardé prêt pendant 15 ans, une vieille habitude d'une vie dont je n'avais jamais parlé à Edwards, et me dirigeai vers la porte d'entrée. C'est à ce moment-là qu'Hazel le dit. Je veux que vous vous en souveniez, dit-elle, car je m'en suis certainement souvenu. Sors, fardeau inutile. Pas un murmure. Pas quelque chose qu'elle pourrait nier et mettre sur le compte du stress. À plein volume, comme si elle l'avait gardé en réserve. Edwards ne dit rien. J'ouvris la porte d'entrée et je m'engageai dans l'hiver de Cincinnati comme si c'était un vendredi, car c'en était un. Les rues de Westwood, à 21h, en décembre, ne sont pas un endroit où un homme de 72 ans, avec de mauvais genoux, devrait se tenir. Laissez-moi vous dire, le quartier était calme. Les lumières de Noël sur les porches faisaient de leur mieux pour être joyeuses, pendant que je restais sur le trottoir, me demandant quel serait mon prochain mouvement. J'avais un prochain mouvement. J'avais toujours un prochain mouvement. Je n'avais juste pas prévu d'en avoir besoin ce soir-là. J'ai commencé à marcher vers l'ouest sur Montana Avenue, en direction du centre communautaire à l'angle de Budo. Non pas parce que j'avais un plan, mais parce que mes pieds savaient quelque chose que mon cerveau n'avait pas encore compris. Mon téléphone a vibré. Edwards. J'ai regardé le nom sur l'écran. Je l'ai laissé sonner. 2 pâtés de maison plus loin, le froid m'a frappé différemment. Mon genou gauche, le mauvais, s'est bloqué sur une plaque de glace devant l'ancien salon de coiffure, et je suis tombé. Pas complètement. Je me suis retenu à une voiture garée, mais assez fort. Je suis resté là 1 minute, soufflant de la vapeur dans l'obscurité, la neige tombant sur mes épaules. Voici ce que personne de 30 ans ne comprend encore à propos de la vieillesse. Ce ne sont pas les grandes pertes qui vous épuisent. Ce sont les petites indignités. C'est le moment où vous réalisez que votre propre corps commence à être d'accord avec les gens qui pensent que vous avez fini. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour appeler Edwards, non pas pour appeler quelqu'un qui me ferait m'expliquer ce soir. J'ai composé le numéro de Ramirez. L'officier Dante Ramirez, 23 ans au sein de la police de Cincinnati. Il avait été le premier flic sur les lieux quand Violet est morte en 94, un décembre comme celui-ci. Il m'avait apporté du café, était resté jusqu'au lever du soleil, ne m'avait jamais rien demandé que je ne voulais pas répondre. Il ne me devait rien. Mais d'une manière ou d'une autre, pendant 30 ans, cet homme était devenu la personne que j'appelais quand le monde n'avait plus de sens. McCall, il a décroché à la 2e sonnerie. Il est 10h. 9h43, j'ai corrigé. Une pause. Où êtes-vous? Montana et Buda. Je suis tombé un peu. Vous êtes tombé. Pas complètement. Surtout, j'ai juste. Mon genou a lancé une douleur qui a réécrit la phrase pour moi. Ramirez, j'ai peut-être besoin d'1 minute ici. Je l'ai entendu déjà en mouvement, des clés qui tintent, une porte qui s'ouvre. Je ne le savais pas encore, mais dans environ 4 heures, Edwards allait recevoir un appel téléphonique, et tout ce qu'Hazel pensait avoir enterré. Tout ce que j'avais passé 30 ans à construire en silence allait être mis en lumière. Restez en ligne, dit Ramirez. Ne bougez pas. La neige continuait de tomber sur Buda Avenue, et quelque part, 30 ans de secrets étaient sur le point de cesser d'être des secrets. Il y a un genre de froid particulier que seul Cincinnati délivre en décembre. Le genre qui ne vous glace pas seulement, il vous interroge. Assis sur le capot d'une Buick garée inconnue sur Buda Avenue, mon mauvais genou palpitant comme un métronome réglé sur la misère, j'ai eu amplement le temps de laisser ce froid poser ses questions. Pourquoi ne lui as-tu pas dit, McCall? 30 ans. 30 ans de réunion de fondation le mardi soir, de détournement discret d'argent, de construction de quelque chose au nom de Violet, pendant qu'Edwards pensait que j'étais juste un vieil homme fatigué, regardant History Channel et découpant des coupons. 30 ans à garder la plus grande chose que j'ai jamais faite complètement invisible pour la seule personne qui aurait dû savoir, parce qu'il l'aurait fait tourner autour de lui,
Oiselle l'aurait fait tourner autour de l'argent, et Violet méritait mieux que ça. Ramirez s'est arrêté en 11 minutes. J'ai compté. Sa Ford de service ressemblait à un vaisseau spatial dans toute cette neige, les phares traversant l'obscurité sur Buda comme si Dieu avait enfin décidé de répondre à un message que j'avais envoyé 3 heures plus tôt. Il est sorti sans les lumières. Ramirez n'a jamais aimé le spectacle. En 2003 ans à la police de Cincinnati, l'homme avait résolu des problèmes comme un bon chirurgien opère, tranquillement, précisément, et sans public. Il m'a regardé sur le capot de cette Buick et a eu l'audace de presque sourire. « Vous avez l'air terrible, dit-il. » J'ai eu l'air pire. Oui. Il s'est approché, a évalué mon genou d'un coup d'œil rapide, ne l'a pas touché. 1994 me vient à l'esprit. Ça a atterri quelque part profondément. Décembre 1994, la nuit où Violet est morte. J'avais eu l'air considérablement pire cette nuit-là, assis dans un couloir d'hôpital à Clifton, portant toujours mes vêtements de travail de l'usine, incapable de former une phrase qui ait un sens. « Pouvez-vous marcher » demanda Ramirez. J'ai marché 2 pâtés de maison dans un blizzard avec un mauvais genou et ma dignité la plupart du temps intacte. Oui, je peux marcher. La plupart du temps intacte, répéta-t-il. Ne forcez pas. Il m'a aidé à monter dans la voiture quand même. Non pas parce que j'en avais besoin, enfin, pas entièrement, mais parce que Ramirez était le genre d'homme qui comprenait la différence entre aider quelqu'un et l'humilier. Il m'a aidé comme un partenaire, pas comme une infirmière. Main sur le coude, pression constante, aucun commentaire. Je me suis installé sur le siège passager et il a mis le chauffage à fond sans que je le demande. Je ne le savais pas encore, mais à environ 3 km de l'endroit où nous étions assis, quelque chose se passait déjà au Westwood Community Center sur Budo qui ferait en sorte que chaque décision que j'avais prise discrètement aurait l'impression de converger vers ce vendredi soir exact. « Vous voulez me raconter ce qui s'est passé » dit Ramirez, en s'engageant sur Montana. « C'est Hazel. » Il hocha lentement la tête, comme un homme qui avait déjà entendu un nom utilisé comme diagnostic. Elle a fini par le faire. Aucune hésitation, comme si elle avait répété. La mâchoire de Ramirez se serra légèrement. Et Edwards ? Je regardais par la fenêtre, la neige recouvrant Westwood petit à petit. Edwards est resté là, dis-je, comme un homme qui regarde un accident de voiture qu'il a déjà décidé de ne pas être son problème. Le silence dans cette voiture avait un poids. Où voulez-vous aller, McCall ? Et c'est là que j'aurais dû dire un hôtel, ou le bureau de mon avocat sur Erie Avenue, ou littéralement n'importe où qui n'allait pas transformer ma vie secrète, soigneusement construite, en un reportage de Cincinnati. Conduisez, dis-je. J'ai besoin de 10 minutes pour réfléchir. Ramirez conduisit. C'était l'un de ses dons. L'homme pouvait être présent sans faire de bruit. Nous traversions Westwood sous la neige, devant le salon de coiffure, devant l'église des Portes, devant le petit restaurant dominicain du coin, qui faisait le riz que je mangeais tous les dimanches depuis 12 ans. Et puis Ramirez ralentit. McCall, je le vois. Le Westwood Community Center. Le Westwood Community Center, celui qui se trouvait à l'angle de Budno et Epworth, celui dont j'avais personnellement financé le système de climatisation en 2019, parce que les enfants portaient des manteaux à l'intérieur, était illuminé comme si c'était le dimanche de Pâques. Des voitures étaient garées des 2 côtés de la rue. Des gens se tenaient dehors dans la neige. Pas une poignée de personnes, des centaines de personnes, avec des manteaux, des écharpes et des bougies protégées du vent, debout sur le parking et débordant sur le trottoir. Une foule silencieuse au milieu d'un blizzard de vendredi soir, qui n'avait absolument rien à faire là. Je fixais. Quand avez-vous commencé-je ? J'ai passé un coup de fil, dit Ramirez doucement. Quand vous m'avez appelé, j'ai passé un coup de fil. Ramirez, vous avez construit cet endroit, McCall. Sa voix avait cette régularité prudente, qu'elle prenait quand il retenait quelque chose. Vous avez construit la moitié de ce quartier. Vous pensiez que j'allais vous laisser assis sur le capot d'une voiture dans la neige, sans le dire à personne ? Je voulais être en colère. J'ai sincèrement essayé de fabriquer un peu d'indignation, mais la vérité était que, assis dans cette voiture chaude, regardant des centaines de personnes debout dans le froid, tenant des bougies pour un homme qu'il pensait en difficulté, je ne pouvais pas trouver la moindre once de colère. Qui avez-vous appelé, dis-je finalement. Le diacre Morrison. Au début, puis ça m'a échappé.
Ça vous a échappé. Ces choses ont une façon. Il fit une pause. Il y a 2 fourgonnettes de presse. McCall, je veux que vous soyez prêts. Des nouvelles. Je me tournai vers lui. Ramirez. J'ai un manteau de 30 ans. C'est un bon manteau. C'en est un, j'ai admis. Violet l'a choisi. Ce nom. Ça faisait toujours quelque chose à l'air quand je le prononçais à voix haute. Ramirez le savait. Il laissa le silence s'installer. Ils sont au courant de la fondation, demandai-je. Le quartier a toujours été au courant de la fondation, McCall. Tout le monde savait, sauf Edwards. Cette vérité s'installa dans ma poitrine comme un charbon ardent. Tout le monde savait, sauf Edwards. J'avais passé 3 décennies à protéger un secret de mon propre fils, tandis que tout un code postal le gardait discrètement pour moi. Me faire entrer a été une tâche ardue. Ramirez voulait appeler les secours. Mon genou avait tellement gonflé que marcher était une négociation, mais je lui fis signe de ne pas le faire. Il n'y avait aucune version de ce moment qui me voyait arriver en civière. Pas ce soir. Je marchais lentement, Ramirez à ma gauche et mon vieux manteau marron faisant de son mieux. La pièce devint silencieuse quand la porte s'ouvrit. Pas le genre de silence inconfortable, l'autre genre. Le genre que prend une pièce quand elle retenait son souffle, et que quelque chose lui donne enfin la permission d'expirer. Je reconnus immédiatement des visages. Pet du programme parascolaire de Workrod. Le vieux Donald qui dirigeait le cercle de lecture le jeudi soir. Les 3 femmes du comité des bourses Violet Donovan qui m'envoyaient des notes de remerciements manuscrites chaque juin, sans faute. Des enseignants, des parents, des adolescents qui ne me connaissaient pas mais avaient été amenés par des gens qui me connaissaient. Et puis quelqu'un commença à applaudir. Je ne vais pas prétendre que j'ai géré ça avec dignité. J'ai 72 ans. J'avais juste été jeté de ma propre maison par ma belle-fille. Mon genou avait la taille d'un melon, et une pièce pleine de gens qui connaissaient le nom de ma femme décédée m'applaudissaient au milieu d'un blizzard. Je regardais le plafond un instant. Vieille astuce, ça empêche les choses de déborder. Bien, dis-je assez fort pour être entendu. Bien, maintenant rentrez tous chez vous avant d'attraper une pneumonie. Violet serait furieuse contre chacun de vous. Rire. De vrai rire. Le genre qui brise la tension comme une vitre. Ils m'installèrent dans le bureau du fond. Ramirez et Pet, entre eux, me firent asseoir sur une chaise avec ma jambe surélevée, et quelqu'un me servit un café assez fort pour faire des déclarations d'impôts. Pendant ce temps, dehors, la foule commença lentement, à contre-cœur, à retourner dans la neige. Les caméras de nouvelles restèrent. Je ne le savais pas encore, mais à 22 km de là, dans une maison de Maplewood Avenue à Westwood, une télévision était allumée. Et une femme nommée Hazel regardait les nouvelles de 23 heures avec l'expression spécifique d'une personne dont la réalité soigneusement construite commençait à se fissurer. Ramirez entra de nouveau dans le bureau et referma la porte. Il tenait son téléphone à la main. « Il est en route, dit-il. » Je levai les yeux. « Tu as appelé Edwards ?» J'ai appelé Edwards. J'expirai lentement par le nez. « Qu'est-ce que tu lui as dit exactement ?» Je lui ai dit que son père avait été trouvé semi-conscient dans la neige sur Buda Avenue et qu'il devait se rendre immédiatement au centre communautaire. Ramirez fit une pause. J'ai peut-être omis plusieurs autres détails. Plusieurs ? La plupart. Je regardais mon café. Bon gars, Ramirez. Vraiment un bon gars. Combien de temps, demandai-je. 20 minutes. Peut-être 15 s'il brûle les feux. 15 s'il paniquait. Je m'assis sur cette chaise dans le bureau du fond du bâtiment qui portait le nom de ma femme sur le mur extérieur en lettres de 3 pieds de haut. Des lettres qu'Edwards n'avait, d'une manière ou d'une autre, jamais conduites assez lentement pour lire. Et je pensais à ce que j'allais dire à mon fils. Voici ce que j'ai trouvé, rien. Non pas parce que j'étais en colère. Non pas parce que je voulais le punir, mais parce que certaines choses, quand le moment vient enfin, n'ont pas besoin de mots. Certaines choses s'expliquent d'elles-mêmes. Devant la porte du bureau, j'entendais les équipes de presse s'installer. J'entendais Pet parler à quelqu'un, sa voix calme et fière, prononçant des mots comme « 30 ans dans 14 écoles et 3 États ». J'entendais le bâtiment lui-même, les planchers que j'avais remis à neuf, le toit que j'avais remplacé,
le gymnase que j'avais financé en 2011, respirait autour de moi comme s'il savait que quelque chose allait arriver. Sur le mur directement en face de l'endroit où j'étais assis, à travers la petite fenêtre intérieure du bureau, je pouvais en voir le bord, le portrait, violet, peinte par un artiste local en 2018, commandé anonymement par moi, évidemment, de 1,80 m de haut et encadré d'acajou foncé. Elle riait sur le tableau, c'est ainsi que je me souvenais toujours d'elle. Pas les derniers mois, pas l'hôpital, pas décembre 1994. Avant tout cela, jeune et riant dans la robe jaune qu'elle portait l'été de la naissance d'Edwards. Sous son portrait, en lettres que j'avais choisies moi-même, sculptées directement dans le mur, construit par Raymond, dans l'amour, en silence pour toujours. McCall. J'avais utilisé le nom Raymond en hommage à mon propre père. C'était le nom que je signais sur chaque document de la fondation pendant 30 ans. Le nom que Westwood connaissait, le nom que mon fils ne m'avait jamais entendu utiliser. Jusqu'à ce soir. J'ai entendu la porte d'entrée du centre communautaire s'ouvrir. J'ai entendu la foule qui s'était rassemblée, ceux qui n'étaient pas partis, ceux qui ne partiraient jamais avant de savoir que j'allais bien, redevenir silencieuse. J'ai entendu des pas, rapides, et j'ai pris ma tasse de café et j'ai attendu. Les pas ont des personnalités si on s'est écouté, disait Violet. Elle pouvait deviner mon humeur à la façon dont je marchais dans le couloir, si j'étais fatigué, troublé ou si j'essayais de faire semblant de n'être aucun des deux. 30 ans plus tard, debout dans ce bureau avec un mauvais genou et une tasse de café tiède, j'ai entendu les pas de mon fils traverser le sol du centre communautaire, et j'ai su exactement à quoi il ressemblait. La panique, pas le chagrin, pas la culpabilité. La panique. Les pas d'un homme à qui on avait dit que son père avait été retrouvé semi-conscient dans une tempête de neige et qui avait passé tout le trajet à calculer ce que cela signifiait pour lui. Je connaissais mon fils. J'avais fait mon fils. Je connaissais la différence entre sa marche inquiète et sa marche effrayée, et ce qui arrivait par cette porte n'était pas de l'inquiétude. C'était la peur des conséquences. Je n'ai pas bougé. Je me suis juste assis là avec mon café tiède et j'ai attendu que l'homme que j'avais élevé entre dans la vérité que j'avais construite. La porte du bureau s'est ouverte en grand. Edwards a rempli le cadre. Il tenait ça de moi, les larges épaules, la façon dont il occupait une entrée. Et pendant exactement 3 secondes, il m'a regardé avec l'expression d'un homme qui avait préparé un discours pendant tout le trajet. Puis ses yeux sont passés devant moi, à travers la fenêtre intérieure, jusqu'au portrait. Le discours s'est évaporé. J'ai vu cela se produire en temps réel. J'ai vu les mots s'échapper de lui. J'ai vu son visage faire cette chose que les visages font lorsque le monde se réorganise sans demander la permission. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Sa main était toujours sur l'encadrement de la porte, comme s'il en avait besoin pour rester debout. Papa, c'est sorti mal. Léger comme une question qui ne savait pas ce qu'elle demandait. Edwards, j'ai gardé ma voix égale. La façon dont vous maintenez une table à niveau quand une patte est plus courte. Ajustement constant et discret. Assieds-toi avant de tomber. Il ne s'est pas assis. Il est entré lentement dans le bureau, comme si le sol pouvait céder. Ses yeux revenant à la fenêtre, revenant au portrait de Violet, revenant à moi, revenant au portrait, à la robe jaune, au rire, aux lettres gravées dans le mur en dessous, construit par Raymond, dans l'amour, en silence pour toujours. Il s'est arrêté, a dégluti. C'est maman. Papa, sur le mur. Il a pressé ses doigts sur sa bouche pendant une seconde. Depuis combien de temps est-elle sur ce mur? Depuis 2018. Il a cligné des yeux. 2018 octobre. Ils l'ont dévoilé le jour de son anniversaire. Belle cérémonie. Bon temps pour octobre. Le clignement a continué. Je pouvais le voir faire des calculs pour lesquels il n'était pas préparé. C'est toi qui l'as mise là. J'ai financé le portrait. Oui. Tu as financé, il s'est de nouveau arrêté. A recommencé. Papa, c'est quoi cet endroit? Et voilà. La question que j'attendais de répondre depuis 30 ans et que j'avais, d'une manière ou d'une autre, toujours réussi à éviter. Pas avec des mensonges. Je tiens à être clair sur ce point. Je n'ai jamais menti à Edwards. Je ne lui ai juste jamais donné l'image complète. Il y a une différence. Une mince, peut-être, mais elle est là.
J'ai posé mon café sur le bureau à côté de moi, j'ai croisé les mains. Assieds-toi, Edwards. Cette fois, il s'est assis sur la chaise en face de moi, celle que Pete utilisait lors des réunions budgétaires de la fondation, celle qui avait accueilli des enseignants, des directeurs et des membres du conseil municipal au fil des ans. Mon fils s'est assis dedans comme si c'était un banc des témoins. La fondation communautaire Violet Donovan, dis-je. Incorporée en décembre 1995, un an après la mort de ta mère. Il ne dit rien. 14 écoles financées à travers l'Ohio, le Kentucky et l'Indiana. Des programmes parascolaires dans 6 codes postaux de Cincinnati. Des fonds de bourse qui ont envoyé, en juin dernier, 231 enfants à l'université. Des enfants qui ont grandi dans des quartiers comme celui-ci. Des enfants qui n'avaient pas ce que toi tu as eu. J'observais son visage. Ce bâtiment, poursuivis-je, a été acheté en 2001 avec l'argent de la fondation. Toit remplacé en 2009, gymnase ajouté en 2011, système de chauffage et de climatisation entièrement remplacé en 2019. Parce que les enfants du programme parascolaire portaient leur manteau à l'intérieur, et j'ai une obsession pour ça. Edwards n'avait pas cligné des yeux depuis ce qui me semblait être une minute complète. Le nom sur les documents de la fondation, dis-je, est Raymond, le nom de mon père. Je l'ai utilisé parce que je ne voulais pas, je fis une pause, choisissant mes mots avec soin. Je ne voulais pas que cela devienne autre chose que ce que c'était. Il ne s'agissait pas de reconnaissance. Il s'agissait de Violet. Le silence dans ce petit bureau fut la chose la plus bruyante que j'ai entendue de toute la nuit. Et pourtant, j'avais été jeté dans un blizzard à Cincinnati 3 heures plus tôt. Papa. Sa voix avait changé. La panique avait disparu. Quelque chose de plus rare s'était installé. Comment? D'où vient l'argent? Tu as travaillé à l'usine pendant 31 ans. Oui. Je bougeais ma jambe avec précaution. Ce que je ne t'ai jamais dit, ce que je n'ai pas cru nécessaire de te dire, franchement, c'est que ton grand-père m'a laissé une somme importante quand il est décédé en 1993. Pas une fortune, mais importante. Je l'ai mise dans un trust l'année suivant la mort de Violet, et je n'en ai jamais touché un seul dollar personnellement. Je rencontrai son regard. Pas un dollar, Edwards. C'était toujours le sien. C'était toujours pour ça. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et enfouit son visage dans ses mains. Je le laissais faire. Devant le bureau, j'entendais le bâtiment, la voix de Pete, basse et calme, parlant à l'équipe de presse. Le bruit des dernières dizaines de personnes qui avaient refusé de rentrer chez elles, tant qu'elles ne savaient pas que j'allais bien. Quelque part là-bas, une caméra tournait et un reporter obtenait le genre d'histoire qui n'arrive pas souvent. Le genre où la vérité est tellement meilleure que tout ce qu'on pourrait inventer. Je ne le savais pas encore, mais à 22 kilomètres de là, Hazel passait une soirée complètement différente. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit » dit Edwards finalement. Il leva les yeux. Ses yeux étaient rouges. 30 ans, papa. Je pensais que tu étais. Je pensais que tu regardais juste History Channel et que tu découpais des coupons. Il grimaça fortement. Parce que tu l'aurais dit à Hazel, dis-je simplement, directement. La façon dont on dit les choses quand on est trop vieux, trop froid et trop fatigué pour les détours. Et Hazel en aurait fait une conversation sur les biens, l'héritage et ce qui est dû à qui. Et ceci, je fis un geste vers la fenêtre, vers le portrait de Violet, vers tout cela. Ceci n'a jamais été une question de bien, mon fils. Il s'agissait de la femme qui t'a rendu possible. Il s'agissait de faire ce qu'il fallait pour elle quand je ne pouvais rien faire d'autre. Sa mâchoire se contracta. Elle méritait un monument, dis-je doucement. Je lui en ai construit un. Je l'ai juste construit là où les gens pouvaient réellement l'utiliser. Edwards se leva lentement. Il se dirigea vers la fenêtre intérieure et resta là, regardant le portrait de sa mère. La robe jaune, le rire, ce rire qui remplissait notre maison de Maplewood comme le temps. Et je regardais mon fils voir sa mère pour la première fois de la manière dont je l'avais toujours vue. Non pas comme un souvenir, mais comme un héritage. Ses épaules tressaillirent une fois. Il me tourna le dos, ce que je respectais. Les hommes de sa génération n'aimaient pas être vus s'effondrer. Je comprenais cela. Je l'avais doté de certaines de mes pires habitudes. Elle aurait détesté ça, dit-il, sa voix rauque. Le portrait, le faste.
Elle aurait été mortifiée. Puis elle en aurait pleuré en privé et ne l'aurait jamais admis. Il fit un son, à moitié rire, à moitié autre chose que je ne lui avais pas entendu depuis l'âge de 9 ans environ. Et dans ce son, j'entendis mon fils. Pas le mari d'Azel, pas l'homme qui était resté silencieux dans la cuisine pendant que ma dignité était mise aux enchères. Mon fils, le gamin qui s'endormait sur les genoux de Violet pendant les orages et faisait semblant le matin qu'il ne l'avait pas fait. Il se retourna. « Papa, ce que Azel a dit ce soir, je ne vais pas avoir cette conversation ce soir. Ce soir, je suis assis ici avec un mauvais genou, un café tiède et la ferme intention d'accepter exactement une excuse, qui sera la tienne, puis de dormir au chaud quelque part. » Il hocha lentement la tête. « Je suis désolé. » Aucun préambule. Aucune qualification. Je suis désolé de l'avoir laissé dire ça. Je suis désolé de ne pas j'aurais dû. Je laissai cela s'installer, exactement le temps qu'il fallait. Ramirez connaît un endroit où je peux rester ce soir. Je demandai. Tu vas rester avec, je ne resterai pas à la maison, Edwards. Il absorba cela. D'accord. Il sortit son téléphone et son visage changea à nouveau. La façon dont il le fait quand quelqu'un consulte un écran et y trouve quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Il me tendit le téléphone. 17 appels manqués. La mère d'Azel. La sœur d'Azel. 3 numéros qu'il ne reconnaissait pas. Et en haut, un SMS d'Azel elle-même qui disait, et je cite directement parce que je lui ai demandé de me le lire 2 fois pour m'assurer que j'avais bien compris, ils disent aux infos qu'il a construit tout le centre communautaire. Ils disent qu'il finance des écoles depuis 30 ans. Edwards, ma mère vient de m'appeler. Ma sœur vient de m'appeler. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Je ne dis rien. C'était le moment où j'étais censé ressentir quelque chose de triomphant, un sentiment brûlant de victoire. Azel, qui s'était tenu dans sa cuisine et m'avait traité de fardeau inutile avec la confiance d'une femme qui avait fait ses recherches, regardait maintenant les nouvelles de 23 heures apprendre à quel point ses recherches étaient erronées. Ce que je ressentais réellement, c'était de la fatigue, de la vieillesse, et un peu de tristesse qu'il ait fallu une tempête de neige pour que mon fils me regarde clairement. Mais sous tout cela, silencieux, chaleureux et tenace comme Violet elle-même, il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à la paix. « Viens ici, dis-je à Edwards. » Il s'approcha, se tint à côté de ma chaise. Je levai la main et la posai sur son bras, comme je le faisais quand il était petit et avait besoin qu'on lui rappelle que le monde ne s'effondrait pas. « Ta mère aurait adoré ce que cet endroit est devenu, dis-je. Et elle t'aurait aimé de toute façon. Elle l'a toujours fait. Tu as rendu ça plus difficile que nécessaire ce soir. Mais, je lui tapotai le bras une fois. Elle t'aurait aimé de toute façon. » Il posa sa main sur la mienne et ne dit rien. Bien. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. J'avais appris cela de 30 ans à faire la chose la plus importante que j'ai jamais faite dans un silence absolu. Ramirez apparut dans l'embrasure de la porte un instant plus tard, lisant la pièce comme seul un vétéran de 23 ans du CPD peut le faire. Un coup d'œil, évaluation totale, pas de questions inutiles. Il y a une journaliste qui aimerait vous parler, me dit-il. Dites-lui de me donner 5 minutes. Lui, dites-lui de me donner 5 minutes. Ramirez hocha la tête et tira la porte à moitié fermée derrière lui. Je regardai Edwards. Il me regarda. Dehors, à travers les grandes fenêtres avant du centre communautaire, la neige continuait de tomber sur Westwood, sur Buda et Epworth, sur Montana Avenue, sur le porche de la maison que j'avais payée, cédée et d'où j'avais été jeté, tout cela dans la même vie. Sur 14 écoles à travers 3 États où des enfants dormaient ce soir, qui ne connaissaient pas mon nom, mais qui vivaient à l'intérieur de quelque chose que j'avais construit. Sur un portrait d'une femme en robe jaune, riant pour toujours. Violet. Je pris mon café tiède, le finis. Puis je posai la tasse et regardai mon fils. Il y a autre chose, dis-je. Rasseyez-vous. Edwards s'assit. Je fouillai dans mon sac de survie, celui que j'avais préparé il y a 15 ans pour ce genre d'urgence, et posai une enveloppe Kraft sur le bureau entre nous, épaisse, élastiquée, l'adresse de retour de mon avocat dans le coin. « Qu'est-ce que c'est » demanda Edwards. « C'est mon testament mis à jour, signé et déposé il y a 3 semaines. » J'observai son visage. La maison de Maplewood, celle que j'ai payée, celle dont je t'ai donné l'acte.
Je l'ai remise au nom de la fondation. Elle deviendra un logement de transition pour les familles du programme périscolaire. La couleur quitta son visage. Papa. Hazel l'a appelé un fardeau, dis-je. Je m'assure qu'elle en devienne un pour 30 familles qui en ont réellement besoin. Nous avons tous les deux regardé Hazel de nouveau. À ce moment-là, elle aurait vu les nouvelles. À ce moment-là, sa mère, sa sœur, tous les voisins de cette rue l'auraient également vu. La femme qui m'avait traité de fardeau inutile regardait les nouvelles de 23 heures, découvrant que son fardeau inutile avait discrètement financé la moitié de la ville pendant qu'elle était occupée à chercher des maisons de retraite. J'espérais qu'elle regardait la télévision dans le salon. Mon salon, celui qu'elle disait que j'avais pris. La maison, Edwards. Je laissais cela s'installer. Elle a 60 jours pour partir. C'est dans les papiers. Mon avocat les a envoyés cet après-midi. Edwards me fixa longuement. Il ressemblait à un homme debout dans une maison qui venait de se décaler de 15 cm vers la gauche. Tout était familier. Rien n'était à sa place. Et moi, demanda-t-il doucement. Je regardais mon fils, mon garçon, celui que j'avais porté sur mes épaules et appris à faire du vélo dans les mêmes rues de Westwood maintenant enneigées. Celui qui était resté silencieux dans une cuisine pendant qu'une femme traitait son père de fardeau inutile. Toi, dis-je, tu as un choix à faire, et tu as environ 60 jours pour le faire. Je me levai alors lentement. Mon mauvais genou protestait à chaque centimètre, et je m'en moquais. Devant la porte du bureau, j'entendais la journaliste demander à Pete depuis combien de temps la fondation fonctionnait. J'entendais sa réponse, 30 ans, et le silence qui suivit. Le silence particulier de quelqu'un qui révisait tout ce qu'il pensait comprendre d'une histoire. Je comprenais ce silence. J'avais été l'histoire que tout le monde révisait toute la nuit. Ramirez apparut de nouveau dans l'embrasure de la porte. Il lut la pièce. Il regarda l'enveloppe sur le bureau. Il regarda Edwards. Il me regarda. Prêt, me demanda-t-il. 1 minute. Je me suis retourné vers Edwards. Il n'avait pas bougé. L'enveloppe reposait entre nous comme un verdict. Je ne suis pas un fardeau. Je ne l'ai jamais été. Et la prochaine personne qui construira sa vie sur ma fondation tout en me traitant d'inutile. J'ai pris mon sac de survie. Va découvrir ce que cette famille vaut réellement, et il ne leur en restera rien. J'ai passé devant lui, franchi la porte et je suis sorti dans le centre communautaire. La journaliste attendait près de l'entrée principale, jeune, sérieuse. La caméra derrière lui tournait toujours. Pete se tenait sur le côté avec la fierté tranquille d'une femme qui a gardé un secret pendant 30 ans et est enfin autorisée à cesser de le faire. J'ai avancé, mon mauvais genou, mon vieux manteau marron et 30 ans de silence marchant avec moi, et je me suis tenu devant cette caméra. Quelque part à travers Cincinnati, sur un téléviseur dans un salon que je possédais autrefois, une femme nommée Hazel était sur le point de regarder les nouvelles de 23 heures présenter le « fardeau inutile » qu'elle venait de jeter dans une tempête de neige. J'espérais qu'elle était assise sur ma chaise. « Monsieur Donovan, » dit le journaliste. « Pouvez-vous nous parler de la fondation ?» J'ai regardé directement la caméra. 72 ans, un mauvais genou, un vieux manteau marron que Violet m'avait acheté en 2003. Pas un seul dollar de mon propre argent dépensé pour tout cela. Parce que chaque dollar était toujours le sien. C'est une histoire d'amour, dis-je. Elle dure depuis 30 ans. Elle a commencé la nuit où ma femme est morte, et elle ne s'est pas arrêtée. Derrière moi, à travers la porte du bureau que j'avais laissée ouverte, j'ai entendu un son. Edwards qui pleurait. Pas le genre policé. Le genre qu'un homme fait quand il comprend enfin l'ampleur de ce qu'il a failli perdre. Bien. Laissez-le pleurer. Certaines leçons doivent coûter quelque chose avant de rester gravées. Violet aurait été d'accord avec moi. Elle l'a toujours été, à la fin. La neige continuait de tomber sur Westwood. La caméra continuait de tourner. Et quelque part sous 6 pieds de portrait riant et 30 ans de silence, une femme en robe jaune était enfin pleinement, irréversiblement connue. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires vraies, brutes et centrées sur la famille.